Quand mon père a ricané que ma sœur avait tout réussi seule, j'ai répondu que je cessais de lui envoyer de l'argent. C'est son problème maintenant. Il a blêmi et demandé, quel argent? Il ignorait que je payais tout. Mon père a levé son verre et a ri. Ta sœur a tout obtenu par elle-même, contrairement à toi. La table s'est figée. La main de ma mère s'est arrêtée en l'air, la cuillère en argent tremblant légèrement. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur brûlant d'un froid glacial, et j'ai dit doucement, alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. Maintenant, c'est son problème. Son sourire s'est évanoui, la couleur a quitté son visage. Quel argent, a-t-il demandé. C'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. Laide, brute, imparable. La nuit où j'ai appris que même le sang peut vous voler et que l'amour peut devenir aveugle s'il est déguisé en fierté. Je m'appelle Étienne Vasseur, et voici comment un dîner, une phrase et un mensonge ont réduit en cendres tout ce que je considérais comme mon foyer. C'était censé être un dimanche tranquille. Le 62e anniversaire de mon père. Le genre de rituel familial que l'on maintient en vie plus par habitude que par joie. J'avais fait 2 heures de route depuis Lyon, en me répétant, ne commence rien ce soir. Préserve la paix. Lorsque je me suis garé dans la vieille allée à Annecy, la maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, la lumière du perron vacillait, mais l'odeur du romarin et du poulet rôti filtrant à travers la porte réveillait encore quelque chose de chaleureux en moi. Maman a ouvert la porte en premier. Son sourire était doux, poli, fatigué. Tu as réussi à venir, a-t-elle dit en époussetant de la farine de ses mains. Je l'ai embrassée sur la joue et je suis entré. La cuisine semblait identique. Le ronronnement du frigo, la même vieille horloge qui tic-taquait trop fort. À la table de la salle à manger, Alice était déjà là, son téléphone posé face contre table à côté d'un verre de vin, la coiffure parfaite, son rire remplissant chaque espace silencieux. Papa se tenait en bout de table, inspectant le rôti comme un homme sur le point de juger une performance. Le dîner a commencé avec le même scénario que toujours, Alice parlant de son nouveau client, de sa promotion à Paris, de son équipe créative. Maman hochait la tête au bon moment. Papa gloussait de fierté. J'essayais de garder la tête basse, de couper mon poulet et de rester invisible. Mais la paix a aussi une odeur. Et parfois, elle sent la poussière qui s'accumule sous les vieux tapis. Au milieu du dessert, papa a levé son verre, sa voix retentissante. Vous savez, Alice a tout compris. Elle a tout gagné par elle-même, contrairement à toi. Il n'a pas prononcé mon nom, mais il n'en avait pas besoin. L'atmosphère a changé. La main de maman s'est figée au-dessus de la purée. La cuillère a tinté contre le bol. J'ai senti mon pouls ralentir, un calme étrange m'envahir. Je me suis adossé, je l'ai regardé et j'ai dit doucement, alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. À partir de maintenant, c'est son problème. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Papa a cligné des yeux, confus, comme si j'avais parlé une langue étrangère. Quel argent? Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, ses yeux faisant la navette entre nous. Alice s'est redressée sur sa chaise. Il exagère, a-t-elle dit légèrement. Il y a eu des retards. C'est tout. J'ai croisé son regard. Le premier de chaque mois. 5 000 €. J'ai les confirmations de virement. Sa fourchette a glissé de ses doigts et a heurté l'assiette avec un raclement sourd. Le visage de papa s'est vidé de ses couleurs. Tu nous as envoyé de l'argent? A-t-il demandé, sa voix plus fragile qu'en colère. J'aidais, ai-je dit. Pour le prêt immobilier, pour cette maison. Il a regardé Alice. Nous n'avons jamais vu un centime. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence a rempli la pièce comme un brouillard. La main de maman tremblait alors qu'elle cherchait son verre. Papa fixait son assiette. Je pouvais sentir chaque battement de cœur dans les murs. Personne ne parlait. Pas même le réfrigérateur n'osait ronronner. Pendant des années, je m'étais convaincu que garder le silence, c'était préserver la paix. Que si j'avalais ma colère, personne ne s'étoufferait avec la sienne. Mais en regardant leur visage autour de cette table, j'ai réalisé que le silence ne nous avait acheté que de la distance. Papa s'est finalement raclé la gorge, la voix petite. Tu veux dire que rien de tout cela ne nous est parvenu? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité se tenait déjà entre nous, brute et lourde.
Les yeux d'Alice se sont tournés vers moi, quelque chose de désespéré derrière son calme parfait. Tu penses toujours le pire de moi, a-t-elle chuchoté. J'ai reculé ma chaise, je me suis levé et j'ai marché vers la cheminée. La photo de famille était accrochée au-dessus, 4 visages souriants d'une autre vie. Le cadre penchait légèrement, une vis desserrée. Je l'ai redressé du doigt, l'odeur du romarin s'accrochant encore à mes mains, et j'ai dit calmement, j'ai les relevés bancaires derrière moi. Personne n'a bougé. C'est cette nuit-là que la maison est devenue silencieuse pour de bon. Je n'ai pas beaucoup dormi après ce dîner. Le lendemain matin, j'étais assis dans mon appartement à Lyon. Les lumières de la ville vacillaient à travers les stores, mon ordinateur portable ouvert sur mon portail bancaire. 12 transactions, 12 montants identiques, 12 mois, 60 000 € envoyés sur le compte d'Alice, chacun libellé pour maman et papa. Tout avait commencé 1 an plus tôt, juste après la fermeture du restaurant de papa pendant la crise. Il avait perdu ses économies. Les traites de la maison étaient en retard. Et l'homme qui gérait autrefois 10 employés ne pouvait même pas regarder une application bancaire. Je ne fais pas confiance aux écrans avec mon argent, avait-il dit. La banque en ligne, c'est comme ça qu'ils vous ont. Je venais juste d'être promu dans mon cabinet d'architecture, à peine stable moi-même. Mais quand maman a appelé, pleurant à propos de la maison, j'ai promis d'aider jusqu'à ce que les choses aillent mieux. J'ai proposé de virer les paiements directement au prêteur. Papa a refusé. Alice, toujours celle qui arrange les choses, est intervenue. Envoie-le-moi simplement, avait-elle dit. Je leur donnerai en espèces. Tu sais que papa ne croit qu'aux enveloppes. Alors, je l'ai fait. Le premier de chaque mois, comme une horloge. J'avais même créé un rappel, virement pour maman et papa. Géré par Alice. Chaque fois que j'appuyais sur envoyer, mon téléphone vibrait avec sa réponse, géré. C'est devenu une routine, un devoir silencieux qui me faisait me sentir utile. J'imaginais le soulagement de maman, la fierté de papa, peut-être même de la gratitude. Mais le merci n'est jamais venu. Et après un moment, j'ai cessé de l'attendre. En juin, quand je suis passé pour une visite, les fissures ont commencé à apparaître, peinture écaillée près du perron, le frigo ronronnant plus fort que dans mes souvenirs. Le sourire de maman s'étirait finement. Alice nous aide à gérer les choses, a-t-elle dit. J'ai regardé la cuisine fatiguée et j'ai pensé, gérer quoi? L'illusion. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai continué à envoyer l'argent parce que c'est ce qu'on fait quand on est le silencieux. On colmate les trous que personne n'admet voir. Maintenant, en fixant l'écran, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Chaque fois que je transférais 5 000 € à Alice, un autre paiement quittait son compte 2 jours plus tard vers Cross Technology Arconnect SARL. Même montant, même rythme. Un nom que je n'avais jamais entendu. J'ai remonté l'historique, vérifié 2 fois. Ce n'était pas un hasard. Elle détournait l'argent vers quelque chose de complètement différent. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai ouvert mes emails et trouvé les lettres de la banque concernant l'hypothèque toujours non lues dans ma boîte de réception, puis je me suis souvenu de la pile de courriers non ouverts sur le comptoir de mes parents. Un souvenir m'a frappé, une enveloppe brune estampillée avis de saisie, à moitié enfouie sous des magazines. L'argent n'avait pas sauvé la maison. Il avait juste disparu. J'ai appelé maman ce soir-là. Sa voix craquait à travers la ligne. Étienne, ton père dort. Ne ramène pas ça sur le tapis, s'il te plaît. Maman, il y a un avis. La banque va saisir la maison. Elle est restée silencieuse un long moment. Alice a dit qu'elle s'en occupait. Je fixais le tableur brillant sur mon écran. Non, ai-je dit doucement. Elle s'occupait de moi. Avant de raccrocher, je lui ai dit, je vais découvrir où est passé l'argent. N'aggrave pas les choses, a-t-elle chuchoté. Maman, ai-je dit. C'est déjà grave. On fait juste semblant que ça ne l'est pas. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis dans le noir, la ville bourdonnant sous ma fenêtre. Sur mon bureau gisait une impression des transactions. 12 lignes nettes, chacune étant la preuve de la façon dont le silence devient complicité. Quelque part entre la confiance et le déni, 60 000 € s'étaient volatilisés, et avec eux, tout ce qu'il restait de la paix de notre famille. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas rester silencieux. La maison n'a pas dormi cette nuit-là. Après le dîner, le silence n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui pressait contre les murs jusqu'à ce que l'air lui-même semble cassant.
J'étais allongé éveillé dans mon ancienne chambre, fixant le plafond, quand je l'ai entendu, des pas rapides dans le couloir, une porte qui clique, puis le grincement sourd de la porte de garage qui se lève. Des phares ont balayé le mur du salon, coupant à travers les photos de famille avant de s'estomper dans l'obscurité. Le bruit de sa voiture s'éloignant ressemblait à un dernier soupir quittant la maison. Alice était partie. Le matin est arrivé froid et gris. L'odeur du café brûlé dérivait de la cuisine. Maman se tenait près de la fenêtre dans sa robe de chambre, fixant l'allée vide. Elle reviendra, a-t-elle chuchoté comme une prière adressée à personne. Papa était assis à table, le journal intact. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Je suis monté à l'étage. Son parfum flottait encore dans l'air, trop sucré, trop fort. Sur sa coiffeuse se trouvait un simple post-it écrit à la hâte. Ne surréagissez pas. Je vais arranger ça. Les mots étaient si négligents qu'ils m'ont presque fait rire. Sous le mot se trouvait sa boîte à bijoux ouverte, à moitié vide, et un rouge à lèvres fissuré qu'elle avait dû oublier d'emporter. Quand je suis descendu, papa fouillait dans les tiroirs, en colère contre rien. Elle est partie. Bon débarras, a-t-il marmonné. Cette fille n'attire que des ennuis depuis qu'elle a appris à mentir. Maman s'est retournée vers lui. C'est toujours notre fille. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que je remarque le manteau d'Alice toujours accroché près de la porte. J'ai plongé la main dans la poche et en est sorti quelque chose de froid, une petite clé en métal attachée à une étiquette en plastique délavée. On pouvait lire « Box 218, stockage Vénitieux ». À côté se trouvait une carte de visite pour Arconnect SARL. Je les ai posés sur le comptoir. Papa a fixé les objets, puis a attrapé la carte et l'a claquée contre la table. Assez avec ça. On ne creuse plus. Sans elle, cette famille pourrait enfin avoir la paix. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, papa. Sans la vérité, cette famille est déjà brisée. Un instant, ses épaules sont tombées comme si quelque chose en lui s'était fissuré. Puis il s'est éloigné en marmonnant dans sa barbe. J'ai passé le reste de la matinée à passer en revue le courrier empilé près de la porte, facture, publicité, et tout en bas, une épaisse enveloppe de la banque marquée avis de saisie. Juste en dessous se trouvait une autre lettre, une carte grise pour une berline noire modèle 2022, propriétaire, Damien Cross, envoyée à notre adresse par erreur. Le nom m'a brûlé. J'ai sorti l'ordinateur portable de mon sac et ouvert la vieille adresse email qu'Alice et moi partagions à la fac. Elle l'avait utilisée pour postuler à des stages, et je me souvenais encore du mot de passe, le nom de notre chat d'enfance écrit à l'envers. La boîte de réception était principalement remplie de spam, mais au fond des archives se trouvait un fil de discussion intitulé Capital d'amorçage, double et garantie. Des douzaines de messages entre elle et quelqu'un utilisant le pseudonyme Monsieur Voile. Chaque message promettait de gros retours rapidement. En pièces jointes, il y avait des présentations commerciales avec des logos brillants et des phrases vagues sur l'expansion de l'équité créative. Je n'avais pas besoin d'être avocat pour savoir que c'était une arnaque. Quand j'ai montré les documents à maman, elle a semblé prête à s'effondrer. Peut-être qu'il l'a piégée, a-t-elle dit faiblement. Peut-être, ai-je répondu. Mais elle l'a laissé faire. Cette nuit-là, la maison était de nouveau calme. Seulement cette fois, ce n'était pas le chagrin qui remplissait le silence. C'était la réalisation que chaque mensonge avait un reçu, et que je tenais la preuve. J'ai pris la petite clé et l'ai tournée dans ma paume. Si la vérité est froide, ai-je pensé, alors je marcherai dedans, même si elle coupe. J'ai envoyé un SMS à Noé, ce soir, zone industrielle de Vénitieux, amène ton ordi. La neige a commencé à tomber juste au moment où nous quittions la route principale pour entrer dans le lotissement industriel. Le complexe de stockage s'étendait en rangées grises parfaites sous des néons vacillants. Mes phares creusaient des tunnels étroits dans la neige. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai senti le vent mordre à travers mon manteau. La clé semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Noé s'est garé à côté de moi, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Tu es sûr de toi ?» a-t-il demandé. « Pas vraiment, ai-je dit. Mais j'en ai fini de deviner. » Nous avons trouvé le box 218 à mi-chemin de la rangée. Le cadenas s'est ouvert plus facilement que je ne l'espérais. À l'intérieur, l'air froid nous a frappés, rassis, métalliques, sentant faiblement la poussière et la vieille peinture. Quelques cartons étaient empilés dans un coin. Une valise trônait au milieu, à moitié couverte par une bâche. Je l'ai ouverte.
À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable, quelques dossiers et une enveloppe étiquetée relevé bancaire. La première page montrait le compte d'Alice. Chaque dépôt venant de moi était suivi 2 jours plus tard par un retrait vers Cross Technology. Mon nom apparaissait en lettres grasses au bas d'une feuille d'investisseur imprimée, Étienne Vasseur, associé commanditaire, 60 000 €. Noé a froncé les sourcils. Elle t'a listé comme cofondateur. Ça te lie légalement si cette chose fait l'objet d'une enquête. J'ai fixé l'écran. Elle n'avait pas juste dépensé l'argent. Elle m'avait enterré avec. Le bureau de l'ordinateur était encombré de fichiers. Arconnect amorçage, proposition Cross, fonds Vasseur. J'ai cliqué sur l'un d'eux. Des maquettes d'applications sont apparues. Des couleurs vives. Des artistes souriants, des promesses de communauté. Tout était faux, juste du baratin marketing cousu ensemble pour avoir l'air réel. Puis nous avons trouvé un autre dossier, contrat. À l'intérieur se trouvait un document scanné, la signature numérique d'Alice, et en dessous, une ligne qui m'a glacé. Consentement du tuteur en attente, Martin Vasseur. Elle avait prévu de falsifier la signature de notre père pour garantir un autre prêt sur la maison. Noé a laissé échapper un sifflement bas. Elle est dedans jusqu'au cou. J'ai hoché la tête, mais la colère qui montait en moi n'était pas propre. Elle portait de la culpabilité. J'avais envoyé l'argent sans poser de questions. J'étais resté silencieux parce que c'était plus facile. Sur l'ordinateur, un brouillon de mail clignotait, non envoyé. Il était adressé à quelqu'un nommé Damien. Si ça explose, je dirais que c'était l'investissement d'Étienne. Il a les dossiers. Personne ne me soupçonnera. Mon estomac s'est retourné. Noé a fait défiler plus bas et s'est figé. Tu devrais voir ça. Il a pointé un relevé de carte de crédit. Alice avait ouvert une carte secondaire au nom de papa. Les achats, des chambres d'hôtel à Lyon, des factures de restaurant et une mensualité de voiture pour la même berline noire immatriculée au nom de Damien Cross. Je me suis assis sur le sol en béton froid. Elle nous a volé pour le financer, lui. La voix de Noé était calme. Si tu vas voir les flics maintenant, tes parents seront traînés là-dedans aussi. La trace de l'argent mène à leur compte. Je me suis frotté le visage. Le vent dehors hurlait à travers la fissure de la porte. Alors je trouverai un autre moyen. J'ai juste besoin de preuves. Nous avons tout copié sur une clé USB. Alors que je refermais l'ordinateur, le cordon d'alimentation a étincelé faiblement, jetant un reflet bleu sur mes mains. Quand nous sommes sortis, la neige s'était épaissie. La nuit était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de l'autoroute. C'est alors que j'ai vu une berline noire garée près du portail, moteur au ralenti, un homme à l'intérieur nous observant à travers le pare-brise. Il a tiré une lente bouffée de sa cigarette, la braise rougeoyant dans l'obscurité. Noé a suivi mon regard. Tu penses que c'est lui? Je n'ai pas répondu. La plaque d'immatriculation a capté la lumière, un numéro que je reconnaissais de la carte grise envoyée chez nous. J'ai repoussé la valise à l'intérieur du box et je l'ai verrouillée. On y va. Alors que nous démarrions, les phares nous ont suivis sur 1 kilomètre avant de tourner. Mon pouls n'a pas ralenti jusqu'à ce que nous atteignions la route principale. De retour chez moi, je me suis assis à mon bureau, fixant la clé USB, la preuve brillant comme une menace. Je pensais trouver la vérité pour la sauver, ai-je chuchoté. Mais peut-être que la vérité est ce qui va tous nous enterrer. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et implacable. La valise que j'avais laissée derrière moi reposait sous une fine couche blanche. L'écran de l'ordinateur portable brillait encore faiblement à travers la fente. Moitié lumière accrochée au mur métallique froid, moitié avalée par les ténèbres. 3 jours plus tard, la maison ressemblait toujours à une plaie qui n'avait pas coagulé. L'air sentait légèrement le café et la poussière froide. Maman se déplaçait en silence lent dans la cuisine, remplissant la cafetière, prétendant ne pas remarquer que le journal de papa n'avait pas tourné une seule page en 1 heure. J'étais assis près de la fenêtre, faisant défiler les fichiers du box de stockage d'Alice pour la 100e fois quand la sonnette a retenti. Le son a traversé le calme comme une lame. J'ai ouvert la porte pour trouver un homme debout, grand, peut-être la trentaine, portant un sweat à capuche gris et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour », a-t-il dit avec aisance. « Tu dois être Étienne. »« Je suis Damien Cross. » Le nom a frappé plus fort lorsqu'il a été prononcé à voix haute.
Il a soulevé une chemise cartonnée et l'a agitée nonchalamment. Alice m'a demandé de déposer ça, la preuve de notre investissement. Elle pensait que ça dissiperait le malentendu. Je l'ai étudié un instant avant de m'écarter. Entre. Il est entré dans le salon comme s'il y était déjà venu auparavant. L'assurance était répétée, lisse. Il a étalé des impressions sur papier glacé sur la table, de faux graphiques, des photos d'artisans souriants, des mots comme communauté et croissance imprimés dans des polices joyeuses. Nous connectons les créateurs locaux avec des clients, a-t-il dit. Ça va être énorme une fois qu'on aura atteint notre prochain tour de table. J'ai feuilleté les pages. Les chiffres étaient absurdes, des colonnes qui ne s'additionnaient pas, des projections qui ne signifiaient rien. 60 000 euros, ai-je dit doucement. C'est ce qu'elle t'a donné? Il a souri, les yeux brillants. Investi pour le développement. Développement de quoi, ai-je demandé. Il n'y a pas de code, pas d'équipe, pas de licence. Vous n'avez même pas de société enregistrée. Il s'est adossé. Tu as fait tes devoirs. Papa est descendu, plissant les yeux vers lui. Et qui êtes-vous, Damien Cross? Il a dit doucement, tendant une main. L'associé de votre fille. Papa a hésité, ne la prenant pas associé ou petit ami. Damien a gloussé. Si vous voulez, je peux être les deux. Le commentaire a flotté dans l'air comme de la fumée. Avant que je puisse parler, le grondement sourd d'un moteur a retenti de l'extérieur. Des pneus sur le gravier. Une portière de voiture a claqué. Maman a levé les yeux en premier. C'est Alice, a-t-elle chuchoté. Elle a franchi le pas de la porte un instant plus tard, les cheveux non brossés, les yeux creux, portant les vêtements de la veille. Quand son regard s'est posé sur Damien, elle s'est figée. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix s'est brisée. Le sourire de Damien a vacillé, puis est revenu, plus mince cette fois. Bébé, détends-toi. Je t'ai dit que j'allais arranger ça. Sors, a-t-elle dit en reculant. Tu n'étais pas censé venir ici. Les yeux de papa allaient de l'un à l'autre. Tu as amené cet homme dans notre maison. Tu as utilisé l'argent de ton frère pour lui. Papa, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté en secouant la tête. J'ai ouvert l'ordinateur portable sur la table basse, le même que celui du box. Il ne veut rien arranger, ai-je dit. Il veut disparaître avant que la police ne le trouve. J'ai tourné l'écran vers Damien. Tu reconnais cet email? Ces contrats? Les signatures falsifiées? Tout est lié à toi. Pour la première fois, son sourire en coin a glissé. Tu as été occupé. Il le fallait, ai-je dit. Tu bâtissais ton empire avec le prêt immobilier de ma famille. Il a regardé Alice, puis sa voix s'est adoucie. Tu m'avais dit que tu le gérerais. J'ai essayé, a-t-elle chuchoté. Mais tu m'as menti. La main de papa s'est abattue sur la table, faisant se renverser le café. Assez. Tu as volé ta propre famille. La manche du sweat de Damien a bougé alors qu'il levait le bras, révélant une fine ligne d'encre sur son poignet, des chiffres. Petit mais net. Je les ai reconnus instantanément, le même numéro de dossier du rapport de fraude que Noé m'avait envoyé. Ce n'était pas juste un arnaqueur. C'était un repris de justice. Sors, ai-je dit. Il a souri à nouveau, mais le charme avait disparu. Tu ne captes pas, gamin. Tu es déjà dedans. Ton nom est sur les papiers. Tu es aussi coupable qu'elle. Maman a halté. Papa m'a fixé, l'incrédulité vacillant dans ses yeux. Je n'ai pas bronché. J'ai déjà appelé la police, ai-je dit, ma voix stable. Ils seront là d'une minute à l'autre. Damien s'est figé. Les jambes d'Alice ont cédé et elle s'est effondrée sur la chaise. Dehors, faible au début, est venue la plainte lointaine des sirènes. J'ai regardé Damien. Tu as dit que tu voulais arranger ça. C'est ta chance. Il n'a pas bougé. Il m'a juste regardé, les yeux se plissant alors que le son devenait plus fort. Les sirènes ont coupé à travers le brouillard comme la fin d'un rêve. Et je savais que peu importe ce qui viendrait ensuite, aucun de nous ne quitterait cette maison inchangée. La lumière bleue a éclaboussé la fenêtre de la cuisine, peignant les murs d'une couleur froide. La neige dérivait dans l'air du matin, fondant au contact du perron. Damien était assis, rigide sur le canapé, essayant de paraître calme, mais son pied tapait contre le tapis en un rythme agité.
Alice était assise à côté de lui, silencieuse, les mains serrées fort. Papa rôdait près de la table, la mâchoire verrouillée, tandis que maman se tordait les mains près de l'évier. La sonnette a retenti à nouveau, 2 coups secs. 2 officiers sont entrés. L'un a parlé doucement, ses yeux balayant la pièce. Nous avons reçu un appel concernant un litige financier impliquant un monsieur Damien Cross. Damien s'est redressé. Un litige? C'est un malentendu. Alice et moi dirigeons une entreprise légitime. Son frère ne comprend pas comment fonctionnent les startups. J'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Écoutez ça, ai-je dit à l'officier en tapotant l'écran. Une voix de femme a jailli du haut-parleur, en colère, tremblante. Tu me dois 2 mois de loyer, Damien. Ne pense pas que je n'appellerai pas encore la police. Le front de l'officier s'est plissé. Papa s'est tourné brusquement vers Alice. Tu savais qu'il avait une femme? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je sais, a-t-il dit. Ils étaient séparés. Damien a ri, mais cela semblait fragile. Vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez. Il s'est levé soudainement en attrapant le bras d'Alice. On s'en va. Je me suis avancé. Personne ne part. Il a resserré sa prise, mais je n'ai pas bougé. Derrière lui, le second officier a parlé fermement. Monsieur, asseyez-vous. Le premier officier s'est approché. Monsieur Cross, nous allons devoir vous poser quelques questions. La voix de Damien est montée, la colère remplaçant le charme. C'est ridicule. Nous avions juste besoin de temps pour retourner les fonds. Rien de tout cela n'était du vol. La voix d'Alice s'est brisée. Arrête de mentir. Elle a regardé papa, les larmes aux yeux. J'ai imité ta signature pour un prêt. 20 000 €. Je pensais pouvoir rembourser avant que tu ne le découvres. Papa l'a fixée comme si elle venait de parler une autre langue. Tu as. Quoi? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Damien a essayé de se dégager, mais l'officier s'est rapproché. Monsieur, restez où vous êtes. Il m'a foudroyé du regard. Tu crois que tu les sauves? Tu t'es lié à chaque euro qui a bougé. Tu couleras avec eux. J'ai soutenu son regard, inébranlable. Au moins, je ne serai pas en train de fuir. Quand les menottes ont cliqué autour de ses poignets, son sourire s'est finalement évanoui. Les officiers l'ont conduit dehors, ses pas crissant sur la fine couche de neige. Alors que la porte se refermait derrière eux, le bruit des sirènes s'est estompé dans la brume. Pendant un long moment, personne n'a parlé. La maison, autrefois si pleine de faux-semblants, semblait creuse. Maman s'est effondrée sur une chaise, sa voix à peine un murmure. Cette famille fait semblant depuis trop longtemps. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les traces de pneus devenir floues sous la neige qui tombait. Faire semblant ne fait rien tenir ensemble, ai-je dit. Papa a expiré lentement, se frottant les tempes. Quand il m'a finalement regardé, son expression était différente. Fatigué, mais claire. Peut-être que pour une fois, tu as fait la bonne chose en brisant le silence. J'ai hoché la tête, bien que les mots aient frappé plus fort que je ne l'espérais. Alice était toujours assise à la table, fixant son téléphone. Une notification brillait sur l'écran. Convocation au tribunal. Témoin requis. Ministère public contre Cross. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Non, ai-je dit doucement. Ça change juste de pièce. Dehors, les lumières bleues se sont estompées, laissant le monde gris à nouveau. Pour la première fois, j'ai réalisé que la vérité ne libérait personne. Elle ouvrait seulement la porte. Que nous la franchissions ou non dépendait de nous. J'ai éteint la lumière du perron et fermé la porte, le dernier écho des sirènes s'attardant encore dans l'air, et le faible bruit de la neige fondante s'égouttant du toit comme une horloge lente et régulière comptant les secondes jusqu'à ce qui viendrait ensuite. Un mois après les sirènes, le palais de justice se dressait, palais immobile contre le ciel froid du printemps. L'air à l'intérieur était stérile, trop propre, comme s'il voulait effacer toute la saleté que les gens apportaient avec leurs histoires. J'étais assis sur le banc en bois dur devant la salle d'audience 3B. Mes doigts serrés autour d'un stylo que je n'utilisais pas. Les talons d'Alice claquaient doucement sur le carrelage alors qu'elle faisait les 100 pas. Elle semblait plus petite, ses cheveux attachés en arrière, un tailleur gris flottant un peu sur ses épaules.
Maman et papa étaient assis ensemble au fond du couloir, mains entrelacées, les yeux creux mais plus calmes qu'avant. L'avocat s'est penché vers moi. Si elle témoigne, vous serez blanchi de toute connexion avec les faux investissements, a-t-il dit calmement. J'ai hoché la tête. Je me fiche du casier. Je veux juste que la vérité soit dite à voix haute. Quand ils nous ont appelés, la salle d'audience semblait plus froide que le couloir. Le banc du juge dominait, encadré par de hautes fenêtres déversant une lumière pâle. De l'autre côté de la pièce, Damien Cross était assis avec son avocat. Il portait une chemise repassée, un sourire en coin comme une armure. Quand ses yeux ont trouvé les miens, il a hoché la tête comme si nous étions coéquipiers dans un jeu auquel je n'avais jamais accepté de jouer. Le procureur a commencé, relevé bancaire, contrat, la clé USB que j'avais remise. Chaque document était projeté sur un écran, nos noms côte à côte, mon argent listé comme son capital d'investissement. Damien s'est adossé, feignant l'ennui. Puis le procureur a appelé le témoin clé, Alice Vasseur. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. Elle s'est levée lentement, les épaules tremblantes, puis a marché vers la barre. Le serment a tremblé sur sa langue. Quand elle a commencé à parler, sa voix a craqué mais ne s'est pas brisée. J'ai signé les faux contrats. J'ai cru Damien quand il a dit qu'il doublerait l'argent. Quand nous avons été à court, j'ai imité la signature de mon père pour un autre prêt. Et quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai menti à mon frère. Je lui ai dit que les paiements parvenaient à nos parents. Ils ne l'ont jamais été. Ces mots ont résonné sur les murs, doux mais définitifs. Papa a baissé la tête, ses épaules tremblant une fois avant qu'il ne se reprenne. Maman a couvert sa bouche. Je suis juste resté assis là, la poitrine vide, réalisant que je n'étais plus en colère, juste fatigué des mensonges essayant de ressembler à de l'amour. Damien s'est levé d'un bond, la pointant du doigt. Elle ment. Elle m'a supplié de l'aider à cacher ses dettes. Je l'ai fait pour elle, pas pour moi. Le procureur a rallumé le projecteur. Un enregistrement a joué, la voix de Damien venant de mon téléphone. Si ça tourne mal, je dirais que c'était l'argent de son frère. C'est elle qui m'a cru. Le son a vidé son visage de toute couleur. Son avocat s'est penché, chuchotant quelque chose qu'il a ignoré. Le juge a ajusté ses lunettes. Cela suffira. Le reste s'est passé lentement. Les plaidoiries finales, le froissement des papiers, le marteau près dans la main du juge. Monsieur Cross, a-t-il dit, vous êtes condamné à 3 ans de prison ferme, assorti d'une période de sûreté de 18 mois. Personne n'a applaudi. Il n'y avait rien à célébrer. Alice a laissé échapper un souffle tremblant qui ressemblait à la fois à un soulagement et à un regret. J'ai tendu la main vers la sienne mais je me suis arrêté à mi-chemin. Alors que les gardes le menottaient, Damien a tourné la tête vers elle. Tu n'es pas ma seule erreur, a-t-il dit doucement. Mais tu es celle que j'ai vraiment aimée. Elle a détourné le regard. Les larmes sont montées mais ne sont jamais tombées. À l'extérieur de la salle d'audience, l'avocat m'a rattrapé. Vous devrez encore témoigner la semaine prochaine, a-t-il dit. Ils examinent vos transactions dans le cadre de l'enquête financière. Bien sûr, ai-je dit. J'ai commencé ça. Je vais le finir. Le couloir était lumineux quand nous sommes sortis. La neige des montagnes avait commencé à fondre, s'égouttant du toit en rythmes inégaux. Alice se tenait à côté de moi, son visage pâle contre la lumière du soleil. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je veux juste recommencer à zéro, si tu me le permets. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les portes du palais de justice derrière nous. Recommencer n'a pas besoin de permission, ai-je dit. Ça a besoin d'honnêteté. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Alors que nous descendions les marches, le vent portait une pluie légère mêlée de soleil. J'ai pensé à la façon dont quelque chose pouvait tomber et briller en même temps. Il n'y a pas de victoire propre, seulement le genre qui fait moins mal quand la poussière retombe. Et peut-être que c'est suffisant. Le procès était terminé, mais le verdict qui comptait le plus ne viendrait pas d'un juge. Il viendrait de la façon dont nous choisirions de vivre après avoir franchi cette porte. 3 mois plus tard, Annecy s'est réveillée avec l'odeur de la terre dégelée et de la peinture fraîche. Quand je me suis garé dans la vieille allée à nouveau, la maison semblait plus légère, comme si elle avait enfin expiré. Papa était dehors en train de repeindre la clôture d'un gridou. Maman était agenouillée près du perron, plantant du romarin dans un bac en bois,
la même herbe qui avait autrefois assaisonné le dîner qui avait tout ruiné. Ça a l'air mieux, ai-je dit en sortant de la voiture. Papa s'est retourné, souriant faiblement. On essaie d'en refaire un foyer. À l'intérieur, les murs avaient été repeints. La photo au-dessus de la cheminée avait disparu. À sa place, une aquarelle des montagnes était accrochée. Alice est sortie de la cuisine, les cheveux attachés, de la farine sur les manches. Je faisais du pain, a-t-elle dit maladroitement. Tu as faim. J'ai hoché la tête. Toujours. Elle avait trouvé du travail dans un petit cabinet comptable en centre-ville, m'a dit maman plus tard. Salaire modeste, horaire régulier, pas de parfum, pas de nouveaux vêtements, pas d'illusions, juste de l'effort. Pour la première fois, cela semblait suffisant. Ce soir-là, papa et moi étions assis à la table de la cuisine. La lumière au-dessus de nous vacillait légèrement en bourdonnant. Il a bu une gorgée de thé avant de parler. Je pense que ta mère et moi l'avons faite comme ça, a-t-il dit. Nous lui avons dit qu'elle ne pouvait rien faire de mal jusqu'à ce qu'elle le croie. Je l'ai regardé. Nous avons tous joué nos rôles. Je suis resté silencieux trop longtemps. Il a tendu le bras à travers la table et a posé une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, Étienne, de ne pas avoir été silencieux cette fois-ci. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Ils ont rempli un espace que je n'avais pas réalisé être encore vide. Plus tard cette nuit-là, Alice a frappé doucement à ma porte. Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une vieille photo. 2 enfants à la fête foraine, nos visages collants de barbe à papa, riant sans peur. Au dos, elle avait écrit, parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. Je ne peux pas rendre l'argent, a-t-elle dit doucement. Mais j'essaie de rendre ce qui est réel. J'ai juste hoché la tête. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Le lendemain matin, j'ai chargé ma valise dans la voiture. J'avais accepté un nouveau poste à Bordeaux, chef de projet sur un programme de réaménagement. Maman m'a serré dans ses bras à la porte, rentrant une écharpe dans mon manteau. Bordeaux, c'est loin, a-t-elle dit. N'oublie pas d'appeler. Alice se tenait sur le perron, les bras croisés, souriante. Pas de maquillage, pas d'excuses, juste la paix. Avant que je ne démarre le moteur, elle a glissé un papier plié dans ma main. C'était un reçu bancaire, 60 000 € transférés à un fonds de restitution aux victimes sous mon nom. Pour tourner la page, a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste hoché la tête et refermé mon poing autour du papier. En m'éloignant, la radio diffusait un bulletin météo. L'annonceur a dit, le printemps est arrivé tôt en Rhône-Alpes cette année. La lumière du soleil se déversait à travers le pare-brise, douce et dorée. Et pour la première fois depuis des années, je ne sentais pas le poids de la maison derrière moi, juste sa bénédiction silencieuse. Alors que les montagnes s'estompaient dans le rétroviseur, l'odeur du romarin s'échappait de la poche de ma veste. Elle me rappelait cette nuit, le rire, le silence, le moment où tout s'était brisé. Seulement maintenant, ça ne piquait plus. Ça sentait juste quelque chose d'honnête. La maison que je laissais derrière moi semblait plus petite au loin, mais plus lumineuse. Les familles ne restent pas intactes. Je pensais qu'elles restaient reconstruites. Et alors que je traversais la région vers Bordeaux, j'ai réalisé que j'étais prêt à recommencer. Je pensais que guérir ressemblait à une ardoise vierge, un moment où tout le mal était derrière soi, où l'on pouvait respirer à nouveau et dire, c'est fini. Mais en me tenant ici maintenant, avec des kilomètres d'autoroute derrière moi et l'odeur du printemps s'accrochant encore à ma veste, je sais que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La guérison n'est pas nette. Elle est silencieuse. C'est le bruit d'une porte qui se ferme doucement au lieu d'être claquée. C'est le courage de répondre au téléphone quand quelqu'un que vous aimez appelle enfin pour dire « Je suis désolé ». Je repense à cette nuit. Le rire de mon père, le silence de ma sœur, ma propre voix brisant la paix que personne ne voulait vraiment. Ça a commencé par de la colère, mais ça s'est terminé par quelque chose de plus proche de la compréhension. Peut-être que c'est ça la vraie famille, pas la perfection. Pas le pardon sans coup, mais la décision de continuer à être présent même après que la vérité a déchiré tout ce que vous pensiez solide. La vérité ne nous a pas réparés. Elle n'a pas effacé la blessure, mais elle nous a donné un endroit où nous tenir debout. Papa a arrêté de prétendre que la force signifiait le contrôle. Maman a recommencé à rire sans s'en excuser. Alice, elle a arrêté de fuir la personne qu'elle était. Et moi,
j'ai arrêté de confondre le silence avec la paix. Parfois, il faut parler même quand votre voix tremble, surtout à ce moment-là. Si vous avez déjà dû regarder quelqu'un que vous aimez s'effondrer, si vous avez déjà porté la culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt, alors peut-être que vous comprenez. Nous ne choisissons pas qui nous trahit. Mais nous choisissons quel genre de personne nous serons après que c'est arrivé. Ce choix, chaque jour, est ce qui laisse entrer la lumière.